Devant les sénateurs, Laurence Descartes compte bien défendre son action. Si elle reconnaît un échec, la présidente et directrice du Louvre assure qu'elle avait alerté à de nombreuses reprises sur l'état de dégradation du bâtiment. Je n'ai cessé, depuis ma prise de fonction en septembre 2021, d'attirer l'attention de notre tutelle, de la représentation nationale et des médias sur l'état de dégradation et d'obsolescence générale du Louvre, ses bâtiments et ses infrastructures. Laurence Descartes pointe un problème principal, les caméras de vidéosurveillance, vieillissantes et en nombre insuffisant. Au fond, nous n'avons pas repéré suffisamment à l'avance l'arrivée des voleurs. Les faiblesses de notre protection périmétrique sont connues et identifiées. Et le parc est très insuffisant, ne couvre pas l'ensemble des façades du Louvre, très clairement. Et malheureusement, du côté de la galerie d'Apollon, la seule caméra qui est posée en direction de l'ouest et donc ne couvrait pas le balcon concerné par l'effraction. Dès 2021, pourtant, un schéma directeur sur la protection du Louvre est lancé, mais le début des travaux est prévu pour 2026. Un processus très long, trop long, dénonce le président de la commission culture au Sénat, Laurent Lafont. Toute la question qui se pose, c'est comment est-on arrivé à cette situation d'échec ? Voilà. On voit bien le schéma qui a été retenu par l'équipe du Louvre. C'est une rénovation globale, le projet Louvre Renaissance, qui ne sera pas opérationnel compte tenu de l'importance de ce projet avant 2031. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'accélérer un certain nombre de défaillances constatées, comme la question de la vidéo, par exemple? La question demeure ce soir. Pour mieux sécuriser le Louvre, Laurence Descartes préconise que les abords immédiats du bâtiment ne soient pas accessibles. Elle souhaite également la création d'un commissariat à l'intérieur du musée. Et on va en parler avec nos éditorialistes. Bonjour Aurore Malval. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, grand reporter service politique de Marianne. Et bonjour Antoine Oberdorf, merci d'être là, journaliste politique à l'Opinion. On a entendu donc hier Laurence Descartes, la présidente directrice du musée du Louvre, raconter ce rocambolesque cambriolage et puis raconter aussi qu'elle a alerté, elle, depuis son arrivée et qu'elle a été surprise de l'état dans lequel elle a trouvé le musée du Louvre. Ce sont des propos qui sont quand même un peu hallucinants. Oui, après c'est vrai que le vertige éprouvé par Laurence Descartes à sa prise de fonction, il y a de ça plusieurs années maintenant, est bien compréhensible. Le Louvre, c'est des dizaines de milliers de mètres carrés, je crois 35 000 œuvres. C'est un enjeu sécuritaire, un défi sécuritaire considérable. Donc on imagine que et elle et ses prédécesseurs ont été pris de vertige en arrivant dans cette fonction. Ceci posé, effectivement, le problème, c'est que ce cambriolage intervient dans un contexte où on sait que par ailleurs, il y avait un pré-rapport de la Cour des comptes qui pointait un certain nombre, peut-être pas de défaillances, mais en tout cas de manquements ou d'améliorations à apporter à la sécurité et à la sécurisation du musée du Louvre. C'est là où il y avait déjà un petit grain de sel dans la machine, et évidemment, il a fallu d'un rien pour que ça se grippe. En l'occurrence, ce rien, ça s'appelle une nacelle et un cambriolage spectaculaire en plein jour, donc c'est pas tout à fait rien. Oui, Aurore Malval. Mais effectivement, en fait, je pense que, faut pas oublier que le Louvre n'est pas un musée. C'est un palais, c'est un monument historique et qui n'est pas du tout organisé en fait pour accueillir toutes ces œuvres. Et c'est vrai qu'on l'a vu dernièrement, il y a eu ces alertes. Il se pose plein de problèmes aujourd'hui. Il y a évidemment le problème majeur qui nous occupe, c'est la sécurité, mais il y a aussi celui de la conservation des œuvres, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres qui ne sont pas exposées parce que, eh bien, elles ne peuvent pas être installées, et d'autres qui sont d'ailleurs conservées dans des endroits qui menacent, où la conservation, je dirais, n'est pas optimale justement de par l'histoire du bâtiment et des conditions de conservation. Donc c'est vrai que tous ces facteurs-là en font quelque chose d'extrêmement difficile à sécuriser, et pour cet enjeu, je dirais, de la préservation des œuvres, ça ne doit pas effectivement nous faire oublier que tout ce qu'on découvre là est un peu hallucinant. Enfin, quand on se rend compte que il n'y a pas de caméra périmétrage, je sais plus, je crois que c'est le terme, voilà, notamment sur le quai François Mitterrand, alors qu'on voit bien quand même que ça peut être identifié comme une vulnérabilité. Enfin, c'est vrai qu'on a dans cette affaire une sorte de défaillance en série. Enfin, c'est comme ça que se produisent, je dirais, les faits les plus marquants. C'est quand toute la chaîne, en fait, faillit. Et là, on est exactement dans ce cas d'école. Et c'est vrai que je pense que ça fera prendre conscience. En tout cas, il y aura un avant et un après ce cambriolage pour la question de la sécurisation du Louvre, même si sur 1300 fenêtres, on ne va pas mettre des barreaux partout et du verre blindé partout. Et pour autant, c'est vrai que sans minimiser la portée de cet événement qui, objectivement, nous
nous, Français, nous fait honte au regard de l'image que ça renvoie à l'international. Il faut aussi savoir ne pas céder au sentiment général de déclinisme, prendre en réalité ce cambriolage au musée du Louvre comme une manifestation du tout fout le camp. Et un brillant confrère rappelait qu'en 78, déjà, il y avait eu à Versailles des indépendantistes bretons qui s'étaient introduits au palais de Versailles, qui avaient fait sauter une aile et qui avait entraîné de considérables dégâts. Donc ces failles sécuritaires ne datent pas d'aujourd'hui. Bien évidemment, il faut œuvrer à les diminuer sans malheureusement pouvoir atteindre le risque zéro. Et on va voir ce qu'en dit Agnès Evren, sénatrice de Paris, qui a auditionné hier la directrice du musée du Louvre. Elle était ce matin sur France 2. Elle a reconnu un échec, elle a parlé d'échec, comme le ministre de l'Intérieur. Mais pas comme la ministre de la Culture. Écoutez, en tout cas, elle a reconnu qu'il y avait, un triptyque de failles sécuritaires. D'abord, sur le système de protection périmétrique, c'est-à-dire le manque de caméras de vidéosurveillance à l'extérieur, notamment. Ensuite, il y a un problème aussi de lenteur de marché public, c'est-à-dire qu'il y a en fait un schéma directeur de sécurité qui devrait débuter dès le mois de janvier, mais ça a pris énormément de temps. Ouais, Agnès Evren qui insiste beaucoup sur le manque de caméras. Oui, et le micmac bureaucratique qui quand même saute aux yeux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a comme ça un entrelac, un enchevêtrement de normes à respecter qui inhibe l'action et la possibilité en réalité de sécuriser correctement le musée du Louvre. Par exemple, des considérations d'ordre patrimonial ou esthétique. On sait dorénavant que la mise en place de barreaux sur les fenêtres blindées du musée du Louvre, c'est les architectes précisément qui, pour des considérations de patrimoine, de préservation du patrimoine, s'y sont opposés. Comment faites-vous la balance en permanence entre la sécurité, l'esthétique, le soin à apporter à un lieu tel que le musée du Louvre? C'est vraiment un travail d'orfèvre. Et on a l'impression aussi, Aurore Malval, que dans la recherche de responsabilité, on assiste un peu à une pré-campagne pour la mairie de Paris. La droite accuse Anne Hidalgo, la gauche accuse Rachida Dati. Oui, tout à fait. On se renvoie, je dirais, l'occasion est trop belle pour ne pas créer de polémique. Donc évidemment, c'est à qui la faute de ne pas avoir repéré immédiatement justement cette nacelle, cette voiture garée devant le Louvre. C'est vrai que ça semble un peu surréaliste. En même temps, c'est une caméra à l'extérieur. Exactement, alors que je pense que les Parisiens sont habitués d'ailleurs à voir la police débarquer très régulièrement lorsque justement il y a une nacelle devant un immeuble où qu'il soit dans Paris. Donc c'est vrai que je dirais que c'est le jeu politique. Là, ça revêt c'est dans un contexte particulier qui est celui de la pré-campagne pour l'élection municipale à Paris. Et d'ailleurs Rachida Dati qui peut pas en tant que ministre de la Culture être non plus tenue pour responsable évidemment de la sécurisation du musée. En l'occurrence, là on voit bien que ça remonte, que les failles de sécurité remontent à bien avant. Et d'ailleurs, je voulais dire par rapport à cette question, on peut polémiquer à l'infini sur les barreaux, pas de barreaux, mais on voit bien que quand des cambrioleurs sont déterminés à rentrer, les barreaux, ils les auraient sciés avec la disqueuse qui a été utilisée pour sceller vite. Donc, on est dans un problème, je pense, qui est beaucoup plus global. D'ailleurs, la France n'a pas été la seule victime de vol de bijoux comme ça. Alors, chez nous, il y a toutes ces circonstances un peu rocambolesques, le fait que ça se passe en plein jour, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années à Dresde, il y a eu un vol très important de bijoux en Allemagne, plus de 100 millions de joyaux justement qui avaient été volés. Donc ça se passe aussi ailleurs. Je pense que c'est un problème mondial, en tout cas européen, auquel sont confrontés les musées aujourd'hui. Je ne sais pas, j'entendais justement, je crois, Rachida Dati parler de nouvelles formes de criminalité. C'est pas vraiment une nouvelle forme de criminalité, c'est des cambrioleurs qui sont finalement assez classiques, mais par contre qui s'intéressent à de nouveaux endroits. Et c'est vrai que les musées sont ciblés pour leurs points faibles, en tout cas quand ils ne sont pas, je dirais, dans un écrin contemporain qui permettent une sécurisation plus efficace. Et qui sont toujours dans la nature, ces cambrioleurs. C'est aussi ça quand même qui est assez dingue dans toute cette histoire. Et vous avez raison de le souligner, en fait. Ils sont toujours dans la nature. On va parler d'une bataille, c'est la bataille pour le budget qui se déroule en ce moment à l'Assemblée. Et ce matin, il y a un conseil des ministres au cours duquel Sébastien Lecornu va graver la suspension de la réforme des retraites dans le budget de la sécurité sociale. On va écouter dans quelques
quelques instants ce qu'en disait le sénateur Mathieu Darnaud, qui était notre invité ce matin, qui dit que la droite sénatoriale ne le votera pas. Mais d'abord, peut-être un mot avec vous, Antoine, puisque vous suivez particulièrement la gauche. Est-ce que cette lettre rectificative qui sera présentée ce matin, c'est une victoire du PS ? Oui, indéniablement, c'est une victoire du PS parce qu'il y avait la petite musique du côté de la France Insoumise et du Rassemblement National, selon laquelle les socialistes auraient obtenu une promesse, mais une promesse en l'air de suspension de la réforme des retraites, qui restait en l'état très virtuel et qui, si elle n'était apportée qu'à travers un amendement au budget de la sécurité sociale, aurait supposé, acte fort, que les socialistes votent le budget de la sécurité sociale pour pouvoir conserver la suspension de la réforme des retraites. Il aurait donc fallu avaler toute cette potion amère pour avoir un petit peu le sucre de la suspension de la réforme des retraites. Là, avec la lettre rectificative, on sort ça du pot pourri, si vous me permettez l'expression, et ça permet surtout une chose majeure, à mon avis, c'est que si on s'achemine au terme du délai constitutionnel prévu par l'article 47 de 50 jours pour le vote du budget de la sécurité sociale et son examen. Si on s'achemine vers les ordonnances, eh bien, la lettre rectificative garantit à Boris Vallaud et aux socialistes que la suspension de la réforme des retraites prévaudra. Donc ça, c'est véritablement un élément, si vous voulez, qui permet aux socialistes de s'en féliciter, quand bien même chez eux, il y a eu un moment de flottement, il faut bien le dire. Je l'ai raconté notamment dans l'opinion, ce moment de flottement où, y compris entre le groupe à l'Assemblée nationale, le cabinet d'Olivier Faure au parti, on ne sait pas s'il faut avoir recours à un amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale, s'il faut avoir recours à une suspension de la réforme des retraites à travers un projet de loi ad hoc distinct, ou alors finalement on s'oriente vers cette lettre rectificative qui, encore une fois, présente cet intérêt, il faut bien que les gens l'aient en tête, cet intérêt de garantir la viabilité de la suspension de la réforme des retraites, quel que soit le sort de ce budget de la sécurité sociale et quand bien même il serait appliqué par ordonnance. Et donc un intérêt politique de rassurer les oppositions et notamment les socialistes. Est-ce que ce sera suffisant pour garantir un vote du budget ? Non, on a le sentiment en tout cas que pour le Parti socialiste, fort de cette victoire entre guillemets, mais en tout cas que c'est un préalable en fait, cette suspension de la réforme des retraites. Et ils veulent aller plus loin parce que évidemment le budget, que ce soit le projet de loi de finances ou le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ne convient pas aux socialistes et donc ils entendent pousser au maximum leur avantage face à, pense-t-il, des macronistes un peu mus par la peur des urnes, ou en tout cas paralysés et qui accepteraient justement de voir un budget qui serait plus socialiste. Donc ça veut dire revenir sur un certain nombre d'éléments de ce projet d'éléments du gouvernement et pousser certaines de leurs propositions. Alors on a vu qu'en commission des finances, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Il n'y a pas forcément, alors certaines majorités se créent, mais en tout cas autour notamment de la taxe Zuckman qui était vraiment brandie par le PS comme, je dirais, le deuxième échelon de la fusée. Il y avait suspension de la réforme des retraites et cette mesure qui illustre pour eux le désir de justice fiscale des gens et donc la mise à contribution des plus riches. Eh bien cette taxe Zuckman, elle n'est pas passée en commission des finances et elle a assez peu de chances de passer dans l'hémicycle. Et surtout, un élément majeur de cette nuit, de la fin de l'examen du budget en commission des finances, c'est le tout petit, le rikiki nombre de voix qui ont voté pour ce budget. Il n'y a guère que les députés Ensemble pour la République, donc les députés vraiment le dernier carteron des fidèles d'Emmanuel Macron, de macronistes, qui ont voté pour le budget. Pourquoi c'est une information importante ? Parce que lorsque Emmanuel Macron, avant de renommer Sébastien Lecornu, a réuni à l'Élysée les parties prenantes, les différents partis, à la fois d'opposition, mais aussi ceux qui sont censés être ses alliés naturels, à la question de savoir qui était encore derrière lui, il y avait eu au moins la main de Gabriel Attal, mais aussi la main du MoDem qui s'était levée à travers Marc Fesneau. Hier, en commission des finances, vous avez des philippistes d'Horizon qui n'ont pas voté cette copie. Le MoDem n'a pas voté cette copie. Donc, et les LR, naturellement, non plus. Certains l'ont même rejeté. Et certains l'ont même rejeté, ont même voté contre, estimant que, pour faire simple, la foire fiscale qu'ils avaient sous les yeux ne leur permettait pas de voter ou même de s'abstenir sur ce budget. Donc c'est dire combien la base parlementaire, le fameux socle parlementaire de Sébastien Lecornu se réduit à la portion congrue. Et je dirais même, certains députés, et notamment Guillaume Kasbarian, ont amendé, sont allés contre
le projet de loi du gouvernement. Donc là, on est même un cran au-dessus du fait d'être sur une base toute rikiki, c'est-à-dire que même cette base-là fait montre d'initiatives personnelles potentiellement des frondeurs. Justement, de frondeurs pour réécrire la copie du gouvernement. Donc c'est quand même assez lunaire ce qu'on et on le disait au sein du socle commun. Alors il y a les LR dont on ne sait plus très bien d'ailleurs s'ils sont dans le socle commun ou dans l'opposition. Et ce matin, on recevait Mathieu Darnaud, le président du groupe LR au Sénat, qui a affirmé que la droite resterait fidèle à ses convictions sur la suspension de cette réforme des retraites. Nous, notre ligne, elle est claire, là aussi, depuis le début. Nous ne voulons pas d'impôts nouveaux, nous ne voulons pas de nouvelles taxes, nous ne voulons pas que tout ça finisse par gréver encore un peu plus le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. On ne peut pas dire d'un côté, je suspends la réforme des retraites, on ne peut pas faire des promesses à l'infini et en face, toujours, parler de recettes avec des impôts et des taxes nouvelles. C'est faux comme le mode d'élection des sénateurs permet et autorise, je dirais, la clarté idéologique. Pourquoi je dis ça? C'est que, évidemment, le patron des LR au Sénat s'offusque, qui à juste titre, selon moi, de la suspension de la réforme des retraites, qui est à la fois un problème pour la trajectoire de redressement de nos finances publiques, mais aussi sur le signal qu'elle envoie par rapport à une France qui serait présumée irréformable. Mais le problème, c'est que vous avez de l'autre côté, au Palais Bourbon, 50 députés LR qui, pour une grande majorité d'entre eux, sont tout à fait disposés à avaler la suspension de la réforme des retraites parce qu'ils se savent confrontés à un enjeu existentiel s'ils devaient revenir aux urnes, faire ou non alliance en sous-main, nouer des pactes de non-agression avec le Rassemblement national pour préserver leur siège. Donc si vous voulez, lorsque vous avez une république indépendante du Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale, 50 députés LR qui sont devenus de véritables auto-entrepreneurs et qui, eux, sont prêts à passer par-dessus bord leurs convictions, soi-disant libérales pour certains d'entre eux, pour avaliser la suspension de la réforme des retraites, malheureusement, la démonstration de votre invité perd un peu de son efficacité. Mais surtout, au sein du groupe des Républicains, il y avait certains qui avaient voté quand même contre cette réforme des retraites. C'était pas, alors pas pour les mêmes raisons évidemment que la gauche, mais on avait eu à l'époque de la réforme Borne des députés LR qui avaient voté la censure justement lorsqu'elle avait dégainé le 49.3. Qui avait conduit au 49.3 d'ailleurs. Hein. C'est l'incertitude chez les députés LR. Exactement. Et c'est aujourd'hui en fait je pense, ce à quoi on va assister dans l'hémicycle, c'est que même ces députés LR qui ont là avalé cette suspension de la réforme des retraites vont aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'eux aussi vont proposer des dépenses supplémentaires. Ça va être un petit peu un catalogue infini où chacun va se battre pour ses groupes d'intérêt et un peu pour sa paroisse, pour montrer aussi à ses électeurs qui ne savent pas quand est-ce qu'ils vont les revoir, ces électeurs. Ils peuvent être amenés à les revoir très très rapidement. Et donc cette menace en fait de la dissolution, elle ne peut que créer un budget, on l'avait appelé l'an dernier Frankenstein, parce que ça n'avait aucune cohérence idéologique entre les amendements des différents groupes. Mais là, on va se retrouver un petit peu dans la même situation, en pire. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui dit aux députés qu'il n'y a pas une dissolution au bout du chemin après l'adoption, peut-être d'ailleurs par ordonnance, on en parlait tout à l'heure, du budget, mais en janvier, juste avant, et il y a aussi les élections municipales d'ailleurs qui vont aussi compter pour les postures des uns et des autres. Donc en fait, c'est un budget qui est impossible à ficeler. Personne ne voudra l'assumer. Personne ne voudra assumer les coupes ou les économies. La partie recettes, ce sera extrêmement difficile. Et il est là, en fait, le problème intrinsèque de la démocratie parlementaire. Vous avez vu comment après l'abandon du 49.3 par Sébastien Lecornu, il y a eu des plaidoyers pour le retour d'un parlementarisme fort, débarrassé des passages en force et des coups de boutoir de l'exécutif. Moi, ce que je constate, c'est qu'en réalité, gauche, droite, extrême gauche confondue, vous avez des députés et une majorité large de députés pour ne pas endosser naturellement de mesures impopulaires. Qui voudra assumer devant ses électeurs le gel des prestations sociales, le gel des pensions de retraite, la fin de l'abattement pour les retraités, naturellement, le doublement des franchises médicales, on peut en passer comme ça. Personne. Donc en réalité, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que, et le 49.3, et peut-être les ordonnances d'ailleurs, sont des instruments
qu'a l'exécutif pour assumer une impopularité que aucune opposition ne veut assumer, parce qu'ils sont précisément dans le confort des oppositions et espèrent bien un jour peut-être atteindre le pouvoir. Donc moi, j'ai l'impression qu'on est en train de revenir de ce fantasme de la démocratie parlementaire qui, comme ça, par la magie de l'hémicycle ou des commissions, accoucherait d'une belle copie. Ça n'existe pas. Mais vous pensez que ça en arrivera là, c'est-à-dire un Sébastien Lecornu qui dit « mais moi je suis en mission, ma mission c'est de passer le budget et je le passerai coûte que coûte, quitte à me faire... » Il a insisté d'ailleurs sur ce point. Il a dit le moine soldat Lecornu nous a assuré, nous a garanti que au 31 décembre, la France et les Français seraient dotés d'un budget. Donc il ira de ce point de vue-là jusqu'au bout de sa mission, même s'il lui en coûte sa survie à Matignon. Il est tout à fait probable, par exemple, que Sébastien Lecornu, voyant courir les délais constitutionnels que j'évoquais précédemment, 50 jours pour le PLFSS, 70 jours pour le budget, le projet de loi de finances classique, le PLF, il est tout à fait possible qu'il s'achemine peut-être vers les ordonnances pour doter la France d'un budget, auquel cas, peut-être qu'il chuterait à la suite de ce budget, qui serait sanctionné notamment par les socialistes. Le gouvernement serait renversé, mais il y aurait une vertu, c'est que quelque part le budget de la France s'appliquerait. Il s'appliquerait par ordonnance. Est-ce que quand même avec cette lettre rectificative, Sébastien Lecornu, il a un peu coupé l'herbe sous le pied des oppositions, et notamment de la France Insoumise et du Rassemblement National, qui disait le PS s'est fait flouer, jamais il n'ira jusqu'au bout, et qui là se retrouve un petit peu coincé. Moi, je pense que Sébastien Lecornu a voulu nouer une relation un peu bilatérale avec justement le PS, avec Olivier Faure, enfin trilatérale si on parle d'Olivier Faure et Boris Vallaud, pour essayer d'avancer, parce que le PS est ce point de bascule justement et le maillon qui peut permettre la stabilité, en tout cas temporaire, du gouvernement de Sébastien Lecornu. Et donc on a bien vu dans une sorte de théâtralisation d'ailleurs de cette lettre rectificative, parce que dans l'hémicycle la question est d'abord posée par Marine Le Pen qui demande mais alors allez-vous faire cette lettre? Sébastien Lecornu ne répond pas, et lorsque c'est Boris Vallaud qui pose la question, il répond. Donc il a un interlocuteur. Il a bien voulu montrer qu'il donne cette victoire au PS pour que le PS puisse s'en revendiquer. Donc on voit bien que... Pour la deuxième fois en 2 semaines, Aurore, on a vu des socialistes applaudir. Ce n'est pas rien. Applaudir Sébastien Lecornu, François Hollande, Jérôme Guedj, Philippe Brun, tous les socialistes applaudir. Et je pense que aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les socialistes veulent aussi négocier avec Sébastien Lecornu directement un certain nombre de mesures en partant de l'hypothèse, et ça, je ne suis pas sûre qu'elle se vérifiera à 100%, que Sébastien Lecornu tienne le bloc central finalement dans l'hémicycle et permette l'adoption d'une série de mesures. Et c'est ça, on va voir justement si cette première victoire en laisse présager d'autres pour le Parti socialiste. Rien n'est moins sûr. Mais est-ce qu'au bout du bout, ça va être un peu compliqué pour le PS, parce que c'est un marqueur de voter un budget. Comment va faire le PS pour faire passer son compromis sans apparaître comme le parti qui vote le budget? Évidemment, c'est pour ça que... alors, c'est en coulisses, c'est hors micro, mais certains acteurs commencent à vous dire que pour garder les mains propres, ne pas avoir à se compromettre en votant un budget qui, objectivement, restera inacceptable pour un socialiste lambda normalement constitué, si vous voulez, les ordonnances, c'est quand même pas mal. Parce que ça permet que les lignes et les frontières entre l'exécutif, entre la majorité, ce qui reste d'une majorité, et l'opposition restent bien étanches, que les socialistes, quelque part, gardent la tête haute, quand bien même, rassurez-vous, ils n'échapperont jamais aux railleries et probablement aux accusations de la France insoumise. Mais ce que vous pointez est tout à fait juste, dans la mesure où, à la seconde où ils ont décidé de ne pas censurer Sébastien Lecornu, contrairement à toutes les autres formations de gauche représentées dans l'hémicycle le 16 octobre dernier, les socialistes se sont de facto coupés de ce qu'avait été la coalition du Nouveau Front Populaire. C'est une non-censure solitaire, c'est un pari d'Olivier Faure. Sébastien Lecornu avait dit à Olivier Faure « je prends mon risque ». En fait, je pense que c'est plus les socialistes qui prennent leur risque. Très rapidement, Anne. Très rapidement, d'autant que je pense qu'il y a une riposte qui se prépare, et notamment à droite, pour que ce budget soit finalement invotable aussi par les socialistes. Par exemple, il y a une majorité dans l'hémicycle aujourd'hui pour supprimer l'aide médicale d'État. Et ça, si elle est supprimée dans le budget, c'est quelque chose que les socialistes ne pourront pas avaliser. Et on suivra bien sûr l'examen de ce budget à partir de demain en séance à l'Assemblée. Allez, on va terminer par l'histoire du jour dans nos régions. Je vous emmène dans la Marne. Est-ce que vous êtes fan d'Astérix ? Ah oui. Ah, alors
Alors, vous savez que c'est aujourd'hui que sort le 41e album de la série Astérix en Lusitanie. Et le journal L'Union regardait, mais en une, un fan absolu d'Astérix. Il s'appelle Jean-Michel Poix. Il habite Fismes, c'est la ville de naissance du Derzo, le dessinateur des aventures du célèbre Gaulois. Astérix, c'est un peu moi, dit Jean-Michel Poix. Il connexionne les albums, les produits dérivés. Il a bien sûr tous les albums, dont certains achetés quand il était petit, des milliers d'objets, tous les personnages, Astérix, Obélix, Idéfix, dans une pièce où son épouse s'interdit d'entrer. C'est son camp retranché à lui. Et il ira, bien sûr, aujourd'hui acheter le nouvel album dans la librairie de sa commune à laquelle il a prêté nombre de ses objets pour décorer la boutique en ce jour spécial. Vous irez l'acheter du coup. Ah oui, ouais. Il a de bien jolies bacchantes, hein, Jean-Michel. Non, très fan de sa moustache. Merci à tous les deux. Merci Antoine, merci d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouvez Alexandre Poussard. Très bonne journée à tous.